Bonsoir à toutes et à tous. L'Écuge et son directeur Gad Ibghi ont choisi de rendre hommage à Serge Gainsbourg. Je suis enchantée d'être parmi vous ce soir pour m'y associer avec nos invités, dont l'actualité le rejoint. Il y a 30 ans, le 2 mars 1991, le génial Serge Gainsbourg nous quittait. Il laissait derrière lui une histoire mouvementée, débutée le 2 avril 1928 à Paris. Né Lucien Gainsbourg, l'auteur, compositeur et interprète est entré dans la légende après avoir composé les plus belles chansons françaises. Il a également marqué son époque, à la fois par sa lumière et ses zones d'ombre. À la fois dandy, fin lettré, homme raffiné, Gainsbourg était aussi Gainsbar, sa propre caricature qu'il avait inventée entre provocation et excès. Il pouvait être autant vénéré par certains que détesté par d'autres. Qui se cachait derrière le masque de ce juif russe de culture française? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir lors de cet hommage avec nos trois invités. Je vais vous les présenter dans un instant, mais auparavant, et pour l'occasion, l'Écuge a créé un podcast vidéo réalisé par les frères Salamon, disponible dès demain sur tous les réseaux, et on le regarde tout de suite en avant-première. Je suis venu te dire que je m'en vais. J'ai l'arbre pour me changer. Comme d'ici bien Verlaine. Émotion après l'annonce de la mort de Serge Gainsbourg hier soir. Gainsbar, le provocateur, Gainsbourg, l'artiste qui rêvait d'être peintre. Vous vous souvenez, c'était il y a exactement 30 ans. Serge Gainsbourg mourait à 62 ans. De lui, on se souvient encore de ses chansons les plus célèbres, de ses conquêtes les plus brûlantes, de ses coups d'éclat les plus polémiques. I want to fuck her. Sur Gainsbourg, vous l'avez compris, tout a déjà été dit. Enfin presque. Il y a peut-être une facette de la vie de Gainsbourg qui est restée dans l'ombre. C'est celle de son rapport à son identité juive. Et pour cause, plus de 1000 titres interprétés, 485 chansons écrites et l'immense majorité n'abordent pas le sujet. Mais j'ai une bonne nouvelle. Quand on cherche, on trouve. Bah oui. Derrière Gainsbourg, il y a Gainsbar, ça tout le monde le sait. Mais ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que derrière Gainsbar, il y a Gainsbourg. La boisson, la clope, le sexe, la provoque, Gainsbourg était loin d'être un juif pratiquant. Selon sa fille Charlotte, il était même profondément anti-religieux. L'homme a créé les dieux, l'inverse reste à prouver. T'es toujours athée, mon petit gars? Athée, juif, difficile en interview de savoir à quel saint Gainsbourg se vouait. C'est peut-être dans ses chansons qu'on trouve les pistes les plus probantes. L'une d'elles, Yellow Star, l'étoile jaune en anglais, n'a rien d'anodin car Gainsbourg a effectivement porté l'étoile jaune, l'étoile du shérif, comme il aimait l'appeler. C'était entre 1941 et 1943 à Paris. Lucien avait alors 13 ans. Je porte la difficile pour un juif. La voix du struggle for life. Il sera d'ailleurs envoyé par sa famille dans un collège jésuite en zone libre avec de faux papiers au nom de Guimbar. Guimbar, ça ne vous rappelle rien? 40 ans plus tard, Gainsbourg reprend son nom en y ajoutant un S. S comme sombre, Gainsbar est né. Alors bon, la mode rétro, je veux bien, mais pourquoi tout un disque sur les nazis? Disons que c'est un os qui m'était resté à travers de la gorge depuis 34 ans. Voici venir la nuit des longs couteaux. Il fera un album de toute cette période, Rock Around the Bunker, sorti en 1975. En dehors de cet album et de ce thème de la Seconde Guerre mondiale qui l'a touché personnellement, que trouve-t-on sur son identité juive? Eh bien, 2 chansons. La première, Juif et Dieu, qui expose avec l'humour et la provocation dont il a le secret, la thèse selon laquelle Dieu serait juif. Et si Dieu était juif, ça t'inquiéterait, petite? Sais-tu que le Nazaréen n'a fait rien, n'en a rien? Et s'il est fils de Dieu, comme vous dites, alors... Le deuxième titre n'aborde pas du tout le sujet, mais lui a donné l'occasion de défendre publiquement son appartenance religieuse. Je parle ici de cette fameuse Marseillaise reggae qui fit tant scandale, notamment chez les anciens combattants et chez une partie de la droite et de l'extrême droite.
C'est en réponse à Michel Droit, journaliste au Figaro, qui l'accusait, je cite, de provoquer l'antisémitisme, que Gainsbourg s'exprime pour l'une des rares fois sans humour ni pudeur sur le sujet. Un juif sur le drapeau tricolore et l'hymne national en reggae, c'était trop pour lui. On le voit à travers ses quelques chansons et déclarations, malgré une personnalité très éloignée de la religion, Gainsbourg respectait, voire même défendait avec une certaine ardeur cette composante de son identité. Face aux attaques verbales de l'extrême droite, oui, mais pas que. Oui, je défendrai le sable d'Israël. C'est une histoire méconnue dans la carrière de Gainsbourg, mais en 1967, en pleine guerre des 6 jours au Moyen-Orient, l'ambassadeur d'Israël commandait à Gainsbourg une chanson pour galvaniser les troupes de Tsahal. Et celui-ci écrivit Le sable et le sabre que vous entendez. Un titre profondément sioniste qui reste encore aujourd'hui un mystère, tant il semble éloigné du reste de la discographie de l'auteur. D'ailleurs, Le sable et le sabre n'apparaît dans aucun album ni aucune compilation. La chanson que vous entendez n'était qu'une maquette non destinée au public français et envoyée comme support pour la version finale, censée être traduite en hébreu et chantée par quelqu'un d'autre. Alors, juste une maquette? Peut-être. Mais alors, quid de cette interview de 1981, 14 ans après cette guerre? Donc ça, pour une fois, t'avais été marqué par un événement, dis donc. Ah bah oui, C'est rare, ça. charrier. C'est rare. Oui, j'ai failli y aller. Non, parce que J'ai failli. Oui, c'est pas- tu serais allé. Tu serais vraiment allé te battre, franchement. Oui, si ça tourne, si ça... Ça tournait mal? Non, pas faire tuer. Tu serais allé. Oui, instinct. Tu tiens de par mes racines. J'y serais allé. Si le sujet lui tenait tellement à cœur, pourquoi n'a-t-il jamais de lui-même publié la chanson? Était-ce un thème qui était définitivement trop brûlant, même pour Gainsbourg? Mystère. Mais on ne peut s'empêcher de penser que lui qui aimait tant les polémiques tenait peut-être là son ultime provocation. Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. On va bien évidemment revenir sur certains points abordés dans ce podcast vidéo, mais auparavant, je vais vous présenter nos invités de ce soir. Bonsoir Stéphane Benamou. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur du documentaire Gainsbourg, toute une vie. Oui, co-réalisateur avec Sylvain Bergère. Oui. Alors, on va en parler dans un instant, qui est diffusé sur France 3 et que l'on peut actuellement voir en replay jusqu'à la fin du mois d'avril. Vous êtes accompagné du producteur Georges-Marc Benamou, qui est aussi votre frère et qu'on ne présente plus. Le journaliste, chroniqueur, documentariste, conférencier Mathieu Alterman est également parmi nous pour évoquer son exposition digitale Gainsbourg composé, les hommes de l'ombre, organisée pour le musée SACEM. Alors la première question que j'aimerais poser, elle s'adresse à Georges-Marc Benamou. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que 30 ans après sa disparition, Serge Gainsbourg fascine toujours autant? C'est la chimie des commémorations. Pourquoi pas 10 ans après? Pourquoi pas 20 ans après? Curieusement, 30 ans après, est-ce que les mémoires s'allongent? Il nous manque plus que jamais. Il y a 20 ans, on n'avait pas le souvenir aussi vif. C'est très curieux. Il y a un tas de convergences qui font qu'on se rend compte, et en tout cas, c'est ce que Stéphane Benamou a voulu faire dans son très beau film, à quel point il était important et à quel point derrière le masque, les grimaces, le billet de 500 €, etc., il y avait un auteur, un acteur, un personnage d'une dimension énorme et à qui il faut rendre justice dans l'ordre de la chanson, mais dans l'ordre de la littérature, dans l'ordre de la gestuelle. Il restera aussi important que des personnages comme Cocteau, par exemple. Voilà. Et outre que c'était par ailleurs, moi j'ai eu la chance de beaucoup le voir, un type absolument formidable et non-conformiste et un mec bien. Gainsbourg, toute une vie, c'est donc le documentaire très réussi que vous signez Stéphane Benamou avec Sylvain Bergère. On regarde tout de suite la bande-annonce. Alors la bande-annonce arrive normalement.
Il t'appelle comment? Lucien, comment? Oui. Lucien Ginsburg, Serge Gainsbourg ou Gainsbar, son âme damnée. Qui était vraiment celui qui se cachait derrière tous ces masques? Plusieurs décennies après sa mort, le 2 mars 1991, à l'âge de 63 ans seulement, l'énigme reste entière, tant Gainsbourg tenait son public à distance. Qu'on aime Gainsbourg ou qu'on adore le détester, qu'on le trouve génial ou insupportable, laid ou beau, on ne reste pas indifférent devant cette œuvre qui a traversé tous les styles, les a devancés, réinventés. J'ai mis un masque de cynique et que je n'arrive plus à retirer. Gainsbourg tombe enfin le masque et nous laisse entrer dans son intimité grâce à des archives inédites et aux témoignages de ses proches. C'est un cocktail qui est quand même très unique d'être russe, juive, avec une culture française impeccable. Quand il était à jeun, c'était quelqu'un qui pouvait être tout à fait désarmant, de gentillesse, un côté presque enfantin par moments. Moi, je n'ai jamais vu à poil debout. C'était quelqu'un d'une pudeur, oui, extrême. J'ai jamais connu quelqu'un d'aussi original, qui pourtant vivait avec une grande mélancolie. Vous êtes heureux quand? Je dis que j'ai perdu la notion du bonheur. Même en dehors de votre travail? Il faut faire soigner. Oui. Si je me fais soigner, comment ressentirais-je? Heureux? Heureux et n'ayant plus rien à dire. La vie de Gainsbourg, comme il l'a écrit lui-même, c'est la pudeur des sentiments maquillés outrageusement, des amours, des souffrances et quelques bonheurs. Gainsbourg, toute une vie. C'est une invitation à le retrouver, enfin, tel qu'il était vraiment. Vous trouvez? Stéphane, le documentaire montre à la fois le personnage public, la légende de la chanson française dont a parlé à l'instant Georges Marc, et en même temps, il livre des secrets sur l'intimité de l'homme. Qu'est-ce qui vous a séduit chez le personnage et pourquoi avoir décidé de lui consacrer un documentaire? D'abord, c'est une chance de pouvoir passer autant de temps. Là, c'était une bonne année avec quelqu'un comme Serge Gainsbourg, parce que voilà, moi, il m'accompagne depuis toujours. Nos parents nous racontaient que ça devait être en 59. Il avait vu à Deauville en représentation. C'était quelque chose, une image comme ça de lui au piano ces années-là qui est toujours resté. Et puis c'était raconter quelqu'un qui, y compris par ce qu'il a transformé dans le regard qu'on porte sur les gens, sur le physique, sur le talent. C'était quand même une époque, quand il a surgi dans les médias, où on disait qu'il était encore plus laid que Philippe Clay, où c'était insupportable de voir quelqu'un d'aussi laid, de mal rasé, de ça se produire à la télévision. Et c'est raconter que derrière ces images terribles, enfin, ces souvenirs terribles qu'on avait du regard qu'on portait sur lui, on voulait montrer avec ce film un personnage extrêmement attachant, d'un talent incroyable, qui a créé sa voix propre dans la chanson française. Il y avait les chanteurs rive gauche qui avaient de beaux textes, mais qui pouvaient être très, très ennuyeux. Il y avait les yéyés de l'autre côté, et lui a vraiment tracé sa voix, une voix totalement originale et géniale, ce qui fait qu'il ne s'est jamais démodé. Stéphane, est-ce qu'il est possible de montrer Lucien Gainsbourg, devenu Serge Gainsbourg, tel qu'il était vraiment? On parle de cynisme, de mélancolie, de timidité, en même temps de perfectionnisme, de dépassement. Est-ce qu'on réussit à le caractériser par tous ces termes? Et finalement, est-ce que tous ces termes ne caractérisent pas le juif ashkénaze typique, tel qu'il se décrivait lui-même? Alors, plus que juif ashkénaze typique, c'est juif russe,
la Russie et ses parents étaient des juifs russes installés en France qui ont eu la nationalité française peu de temps après la naissance de Serge, enfin de Lucien. Donc c'est plus la Russie qui l'a influencé et c'est son physique qui a fait il s'est défendu, il a mis ce masque, comme il dit lui-même, de cynique, que l'alcool lui a permis aussi de surmonter ce qu'il entendait dire sur lui. Quand il fallait aller sur scène et qu'il entendait les gens dire « tu as vu sa gueule, mais comment on peut oser » et tout, et ben là, il buvait énormément pour se donner le courage d'aller sur scène. Donc il y a une sorte de tristesse permanente qui l'accompagne, pas l'enfance, mais à l'adolescence et à l'âge adulte, quasiment jusqu'à sa rencontre avec Jane Birkin, où là, il va découvrir le bonheur d'être totalement amoureux et d'une vie de couple et après d'une vie de famille. Qu'il va détruire. Qu'il va détruire après, oui. Alors, on va en parler aussi dans un instant. Vous parlez des parents qui n'ont pas été tendres avec lui. Sa mère n'a pas désiré. Vous expliquez ça dans le documentaire avec des choses terribles. Ils ont été très tendres. Enfin, la mère a été très tendre toute sa vie. C'est effectivement que sa naissance est arrivée très peu de temps. Sa naissance et la naissance de sa sœur jumelle, ils sont arrivés très très peu de temps après la naissance de la sœur aînée, Jacqueline, puisqu'il y a moins de 2 ans d'écart. Et c'est vrai que sa mère attendait d'avorter. Alors voilà, vous l'expliquez précisément, et c'est dans les mots de Serge Gainsbourg qui explique comment elle a été se faire avorter et finalement elle a été démotivée par la saleté du médecin chez qui elle allait. Et puis son père qui était extrêmement exigeant, très rigide avec lui. Est-ce que cette exigence peut expliquer l'origine de son génie, une sorte de quête de perfection qu'il s'était fixée? Lui, il explique comme ça. En tout cas, il dit que la sévérité de son père, il avait très peur de le décevoir quand il faisait du piano. Après, il a accepté évidemment très tôt, y compris avec l'Étoile jaune, d'aller à l'Académie de peinture pendant la guerre pour prendre des cours, puisque son père ambitionnait pour lui qu'il devienne un grand peintre. Son père rêvait d'être peintre avant lui-même d'être musicien. Et donc, c'est une sorte d'accomplissement pour le père qui se projetait beaucoup sur lui, qui était un père, comme nous le dit Charlotte, à l'ancienne, sévère, dont il avait peur, qui le faisait pleurer et en même temps qui l'a accompagné dans tous les moments importants de sa vie, tous les moments, toutes les décisions ou les choix à faire. C'est son père qui lui a trouvé son premier contrat de musicien, son contrat après chez Larsouille, à qui il confiait, qui partait même avec lui à l'Eurovision quand il allait défendre les chances de France Gall pour Poupée de cire. Donc son père était omniprésent et il a voulu aussi lui prouver qu'il pouvait faire avec de la chanson un art majeur avec l'album Mélodie Nelson, qu'il a été heureux de lui faire entendre juste avant que son père est mort très peu de temps après, mais il avait dit à son fils que c'est un véritable chef-d'œuvre. Il y a de nombreux paradoxes dans la personnalité de Serge Gainsbourg qui se nourrissent. Alors cette laideur aussi dont vous parlez, la laideur physique qu'il aborde en toute franchise, son père parle lui de charme slave, et en même temps cette perpétuelle recherche de la beauté. On entend Elisabeth Lewinsky dans votre documentaire, sa première femme, qui raconte comment il était laid, mais il avait ce que les autres n'avaient pas, c'est ce qui l'a séduit. Quand il devient crooner sur les conseils de Maurice Chevalier, il a les plus belles femmes à ses pieds, ça aussi c'est un autre paradoxe pour un homme qui se dit laid. On l'entend dire dans votre documentaire qu'il a été initié à la beauté par la musique, ce qui a influencé son destin. Est-ce que c'est pas ça finalement le fil conducteur de sa vie, la recherche du beau pour un homme laid? Oui, enfin laid tel qu'il se voyait et après il hésite quand il a 40 ans, il se découvre beau aussi parce il séduit énormément, qu'il est devenu dandy au milieu des années 60. Mais c'est vrai qu'il y a cette recherche de la beauté, ou en tout cas d'une certaine perfection qu'il va chercher en chanson, là où les autres se contentent de faire 3 minutes de création. Lui, il va créer des concept albums, il va créer des choses complètement... Il y a quelque chose qui est intéressant dans le film de Stéphane, qui est quand même, et bon, moi il m'en parlait souvent, quand on était chez lui dans son salon avec tous ces objets maniaquement placés, il y avait
sur la droite, en tout cas quand on était assis, lui était sur la gauche, un immense poster posé de Brigitte Bardot posé près du piano. Et au fond, même avant sa mort, il était épaté que lui, le petit juif laid, hein, il ait eu cette histoire avec Brigitte Bardot, la Française la plus célèbre du monde. Il y avait une fierté, c'est le petit juif qui prenait des cours dans le 9e arrondissement. Il en était épaté. Alors, est-ce que la laideur, il l'a sublimé, est-ce qu'il était scellé, etc. Assez vite, après ce que Stéphane et Sylvain racontent dans le film, ça l'a quand même sécurisé à 40 ans, être passionnément aimé par Brigitte Bardot. Ça a désinhibé, ça a réglé beaucoup de problèmes, mais Stéphane a raison. Il y a une mélancolie un peu dépressive, suicidaire, pour raconter des épisodes personnels. Moi, je l'ai vu après la mort de sa mère. On avait commencé à faire un livre ensemble, etc. Il ne pouvait plus, il pleurait tous les après-midi. Il se laissait... Alors, on vous entend très très mal. Allô, Jérémy, est-ce qu'il y vous a un souci à la technique? Allô? Voilà, c'est bon, ça refonctionne. Je l'ai vu au moment de la mort de sa mère. C'est un homme qui s'est abandonné, qui s'abandonne à cette mélancolie. Et tout ça, ça ne l'a pas lâché. Moi, je suis persuadé, mais c'est ce qui est dit dans le film, qu'il y a beaucoup de clés dans ces chansons. C'est ce que Jane Birkin dit dans le film. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, c'est la fin de sa vie. Il détruit la très belle histoire avec Jane parce qu'il avait peur que le fantasmer sur son départ. Et cette fin de vie est tout à fait triste et mélancolique, c'est ce qui donne la force à ce récit. Oui, et puis sur la question de la beauté ou pas, c'est Françoise Hardy, nous sommes allés voir pour le film, nous dit, parce que en fait, Serge Gainsbourg avait très peur, il tombe follement amoureux de Jane Birkin, et peu de temps après, elle part tourner avec Alain Delon, la piscine à Saint-Tropez. Donc, il est très, très inquiet de ce départ et il est persuadé que Delon va la séduire. Et Françoise Hardy nous raconte, et elle dit, mais je lui ai dit, mais ne vous inquiétez pas, vous avez quelque chose que Delon n'a pas. Si elle vous aime, vous, c'est qu'il y a autre chose. Elle ne va pas tomber demain amoureuse d'Alain Delon, ce n'est pas possible. Donc, il y a autre chose de plus fort que la beauté d'Alain Delon chez lui. Alors, on reviendra tout à l'heure avec Mathieu sur cette question. Je voulais aussi dire, vous parliez, Georges-Marc, de la maison de la rue de Verneuil, et on apprend dans ce documentaire, peut-être que d'autres le savaient, moi je ne le savais pas, qu'il achète cette maison pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions Brigitte Bardot, puisqu'il habitait avant à la Cité des Arts. Oui, ça, Stéphane, on apprend aussi... Ben, c'est vrai il veut trouver un endroit formidable pour elle. D'ailleurs, c'est son père qui trouve l'endroit, qui lui dit va voir ce petit hôtel particulier. Il voulait être dans ce quartier-là, il voulait être à Saint-Germain-des-Prés, et il voulait ce qu'il y avait de plus beau pour Brigitte Bardot. Et d'ailleurs, on ne s'est pas resté dans le film, mais c'est vrai que l'agent immobilier, quand il y avait beaucoup de visites, quand il a vu arriver Bardot avec Serge Gainsbourg, il a renvoyé tous les autres clients en disant non, c'est bon, j'ai l'acheteur qu'il faut. Alors, il faut dire, moi, pour y avoir passé beaucoup d'après-midi, je le redis à nouveau, ce n'est pas un immense hôtel particulier. Oui. C'est on rentre dans une pièce assez charmante qui est ce salon où il est assis tout le temps, où il y a un piano, où une vague. C'est une grande pièce avec une cuisine derrière et des petites chambres. C'est plutôt un hôtel particulier tout petit, un peu étriqué, à la face qu'il avait magnifiquement décoré, en souvenir des noirs qu'il avait vus. Stéphane le raconte dans le film, des noirs qu'il avait vus dans l'appartement de Picasso, magnifiquement décoré, mais assez petit, façon petit hôtel particulier londonien, quoi. Oui, et il a d'ailleurs pour Charlotte et pour Kate, la fille qu'il considère comme sa fille, la fille de Jane, il a aménagé justement des petites pièces au-dessus pour qu'elles aient une chambre, sinon il n'y avait pas assez de place. Mais voilà, il trouvait que c'était un écrin pour Brigitte Bardot et ensuite pour Jane. Et bientôt, on pourra le visiter selon le souhait de Charlotte Gainsbourg, qui en fait un musée. Et sans doute que fin 2021 et peut-être 2022, on pourra voir ce
petit hôtel particulier, décoré très précisément et très noir. Alors concernant le judaïsme ou le rapport à la judéité de Serge Gainsbourg, on apprend que si ses parents parlaient en russe, il parlait aussi en yiddish quand il voulait se cacher des enfants, qu'il a porté avec fierté l'étoile jaune, qu'il a suivi des cours de peinture aux Beaux-Arts. Et puis ça, c'est une anecdote assez cocasse, hein, puisque lui, il portait l'étoile jaune et il était en même temps à côté d'un officier nazi en uniforme, et il parle de No Man's Land, où rien ne pouvait se passer. Avec sa famille, il a dû se cacher pendant la Shoah, il a vécu dans une cahute dans la forêt quelques jours pour échapper à une arrestation, qu'il a ensuite animé avec sa femme un centre d'orphelins juifs après la guerre. Tout ça pour dire que son judaïsme a imprégné sa vie sans vraiment l'imprimer. C'est ce que dit... Oui, mais moi, c'est important ce que vous dites. Et en même temps, je réagis à ce que, au petit film que vous avez passé tout à l'heure. On a l'impression que pour être juif, il faut absolument traquer l'engagement, la signature dans une pétition ou au comité social, au comité du Fonds social juif unifié, etc. Il n'y a pas plus juif de ce point de vue-là que Serge Gainsbourg, et il n'avait pas tellement de preuves à donner. Enfin, il l'était tout en étant un juif asocial, pas du tout communautaire, assez solitaire, comme cette génération. Le fait qu'ils disent, et c'est important pour des gens de notre âge dont les parents ont eu peut-être le même réflexe, qu'ils disent en 67, je veux aller me battre, ça a un sens profond. Donc, c'était un mensch. Voilà. Et je crois qu'il n'a pas de preuves, comme ironiquement vos journalistes essayent de chercher, etc. Il n'a pas de preuves à donner. En tout cas, il n'est pas un juif communautaire, mais je pense qu'on peut être tout à fait juif hors d'une communauté instituée. Et il était, pardon, vous citez tout à l'heure dans le petit film, vous citez l'album Rock or the Bunker. Quand il sort cet album en 75, il y a une chanson qui parle quand même d'Arquet de Pellepoix, le commissaire général aux questions juives, dont on ne parle plus depuis la guerre et dont on va parler 3 ans plus tard. Et lui dit, j'ai fait mon service militaire, classe 48, et je sais manier une mitraillette, et je peux très bien demain décider d'aller éliminer ce type qui a voulu notre peau. Et il savait, il dit, je sais où il se cache en Espagne, ce qui était le cas, d'Arquet Pellepoix était en Espagne, et je peux aller le liquider. Donc, tous les moments saillants de sa vie, le judaïsme évidemment ressort, mais c'est tellement naturel chez lui, ancré, que même quand Jane Birkin lui propose, et elle le raconte dans son journal, lui dit si tu veux, avant notre mariage, je peux me convertir au judaïsme. Il dit non, mais de toute façon, je suis juif, toi, tu ne le sauras jamais, tu ne le sauras jamais vraiment, mais continuons comme ça, continuons notre vie, et puis ils ne sont pas mariés. Mais c'était totalement lui. Et d'ailleurs, il avait, si on cherche des preuves, il avait souvent une Magen David aussi, une toute petite, mais oui, qui ne le cachait pas. En diamant, oui. En tout cas, c'est bien de le souligner, le judaïsme, c'est toute une couleur de palette. Et lui, sa vie a vraiment été imprégnée par son judaïsme et son judaïsme de juif russe, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Quand il s'installe à la Cité des Arts, il se voit, alors il le dit dans votre documentaire, comme le gars qui gagne beaucoup d'argent à faire des choses pas sérieuses. Est-ce que ça peut être le résumé de la manière dont il se voyait ? Dans les moments de déprime, hein, je ne sais pas, Georges Marx, ce que tu en penses, mais dans les moments de déprime, quand il dit ça, il a vécu une séparation difficile, et c'est un moment où finalement il se dit que la grande musique, il n'a pas fait de la peinture comme il souhaitait devenir un grand peintre, il n'a pas encore fait de grands albums comme il fera plus tard Mélodie Nelson ou L'homme à la tête de chou, et donc pour lui, c'est tellement facile de faire des chansons pour Régine, France Gall, Valérie Lagrange, Petula Clark, etc., qu'il ne peut pas se réjouir de ce qu'il fait quand il entend dans la pièce d'à côté répéter du Chopin ou du Brahms. Moi, je crois que ça illustre parfaitement son problème. Et quand je le voyais, il me parlait beaucoup de ça, il en parle beaucoup dans les entretiens, art majeur, art mineur. Il s'est vu, peut-être sous l'influence de son père, comme un grand artiste d'un art majeur qui serait la peinture. Il l'a vécu, il a poursuivi cet objectif très tard, probablement jusqu'à l'âge de 30 ans. Oui. Et à la fois, il le dit dans le film, il ne trouvait pas son chemin, peut-être aurait-il pu le trouver, et il avait un dandysme qui fait qu'il ne supportait pas de vivre dans une chambre de bonne.
Voilà. Je crois que c'est clairement ça. Est-ce que je suis Manet ou Picasso? Et si je ne le suis pas, j'en ai marre de vivre. Et que là, il y a une bascule vraiment très importante dans la vie de Gainsbourg. Il dit, bon, ben, je ne suis pas fait pour les arts majeurs. Il avait d'ailleurs toute une théorie où il racontait qu'on mettait du jaune désormais dans la peinture. Il vous racontait ça, il vous théorisait ça, que la peinture, il n'y avait plus d'art majeur. Et comme il n'y avait plus d'art majeur, qu'il n'avait pas choisi d'art majeur, il va vers les arts mineurs avec cette jouissance de beaucoup d'argent et cette culpabilité, en effet. Alors, beaucoup de choses sont dites dans ce documentaire. Stéphane, avec Sylvain, est-ce que vous avez dit tout ce que vous avez voulu dire? Oh, oui, on ne s'est pas censuré dans la limite de 110 minutes. Qui passe très très vite. Voilà, et donc il y a évidemment des chansons qui ne sont pas dans le film, des histoires qu'il a fallu un petit peu résumer, mais ce qu'il fallait garder, c'était cette ligne de vraiment lui, d'être au plus près de lui, intime. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur des enregistrements audio dont personne s'était servi jusque-là, et pour retrouver sa voix et être au plus près de lui. Voilà, c'est ce qui comptait pour nous tout au long du film. Alors, Georges-Marc, vous êtes le frère de Stéphane, vous êtes le producteur, vous avez connu Serge Gainsbourg. Est-ce que c'est facile d'être objectif sur le documentaire? Est-ce que, en une phrase, vous pourriez dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui pourquoi il faut le voir en replay? Bien sûr que je ne suis pas objectif. Comment dire, moi, j'avais une sorte de dette amicale et je suis reconnaissant à Stéphane et à Sylvain Bergère d'avoir eu la confiance de Gainsbourg, d'avoir passé tant d'heures, tant de jours avec lui, de lui avoir des fois posé quelques lapins à la fin de sa vie dont je m'en veux. Et je pense qu'il fallait rendre justice avec un film tout en sensibilité pour aller par-delà les fameux clichés du Gainsbourg, provocateur, vulgaire, etc. Et trouver cette vérité. Et si le film a ému, si le film de Stéphane a ému, c'est parce qu'il est au plus juste de cette vérité et que je suis heureux qu'on lui rende justice. En tout cas, moi, c'est l'homme que moi j'ai aimé et approché, et j'ai veillé, moi, à ma place, leur donner les moyens de s'exprimer, de raconter ce Gainsbourg-là qui est si touchant et si important au fond, et qui nous manque. Alors, cette actualité, ce documentaire rejoint une autre actualité, cette exposition virtuelle dont on parle tout de suite. Gainsbourg a effectué les premiers dépôts de chansons à la SACEM sous le pseudo de Julien Gris en 1954. Vous me direz si je me trompe, Mathieu Alterman. Il se rebâtit Serge Gainsbourg en 1956. Le site de la SACEM comporte un grand nombre d'archives disponibles en ligne, dont cette lettre dont vous parlez, Stéphane, dans le documentaire, cette lettre de Jacques Prévert. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Stéphane, avant de passer à Mathieu? Oui, c'est-à-dire qu'il avait, on lui avait dit, il a fait cette chanson spontanément, la chanson de Prévert, et puis on lui a dit, mais tu es fou, enfin, il y a des droits d'auteur, tu t'approches vraiment beaucoup de Prévert, tu le cites, donc il faut absolument avoir son autorisation, et donc il se demande si Prévert va lui donner cette autorisation, et puis il y va à 10h du matin, comme il le raconte, et Prévert lui dit évidemment que je vais te faire ça, parce que Prévert, c'est vrai, signait même des contrats pour des films comme ça sur un coin de table, et il lui dit mais je te fais ce papier-là, mais bon, allez, on ouvre une bouteille de champagne, et puis ils se sont liés pour toujours, enfin en tout cas jusqu'en 77, jusqu'à la mort de Prévert, mais c'était très important pour lui, parce que Prévert, avec Boris Vian, c'était pour lui les deux piliers de la chanson comme art majeur. Voilà, donc c'était, si Vian avait fait de la chanson et si Prévert avait fait de la chanson, il pouvait, lui, s'inscrire dans cet héritage-là, ce pilier-là. On pensait tout savoir, avoir tout entendu, tout lu au sujet du Funeur de Gitane, mais grâce à l'exposition digitale de Mathieu Alterman, on continue d'en apprendre encore, et notamment que le génie musical de Gainsbourg est aussi l'histoire de collaboration. Votre actualité, Mathieu, c'est donc cette exposition pour le musée SACEM qui s'intitule Gainsbourg, composé, les hommes de l'ombre. Et si le génial Gainsbourg débutait ses compositions musicales, ses co-compositeurs les terminaient. Et c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on ne savait pas. À chaque fois, ces collaborations se sont terminées par des ruptures, car l'ombre dans laquelle ils étaient plongés finissait par ternir leur relation avec Serge Gainsbourg. Et votre exposition montre bien que musicien autodidacte, peu à l'aise avec le solfège, le chanteur
a su tout au long de sa carrière s'entourer d'arrangeurs présentés comme tels sur les pochettes de disques, mais qui étaient en réalité au minimum co-compositeurs sur les dépôts SACEM. Alors Mathieu, des hommes de l'ombre ont apporté leurs pattes et leur savoir-faire au génie, peu sûr de son talent, et lui ont permis d'évoluer. Qui étaient ces musiciens de l'ombre qui se sont succédés à ses côtés? Écoutez, je vais vous les citer. Il y a tout d'abord, par ordre chronologique, Alain Goraguer, pour la période jazz, on va dire, jusqu'à 1962. Ensuite, on a Michel Colombier, pour la période pop, jusqu'à 1968. Ensuite, on a Jean-Claude Vannier, de 1969 à 1973. Ensuite, on a Alan Hawkshaw, en Angleterre. Puis ensuite, Jean-Pierre Sabar, pour la fin des années 70, en France. Puis Sly and Robbie, pour l'album reggae. Puis Billy Rush, pour les 2 derniers albums new-yorkais. En fait, ce qui s'est passé, c'est moi, j'étais pendant 11 ans en maison de disques. J'ai croisé ces gens, parce que beaucoup sont toujours vivants, d'ailleurs, la plupart sont toujours vivants. Et on me disait, mais tu sais, c'est pas tout à fait clair, les musiques de Gainsbourg, c'est pas toujours lui, en fait. Melody Nelson, par exemple, Gainsbourg n'a quasiment pas écrit une note de musique de Melody Nelson. C'est un album écrit par Jean-Claude Vannier pour la musique, intégralement. L'histoire de Melody Nelson, c'est Gainsbourg qui dit à Jean-Claude Vannier, t'as pas des musiques dans tes tiroirs parce que j'ai juste le titre, Histoire de Melody Nelson. Et donc, il va utiliser les musiques composées par Vannier, mais le deal qu'il avait avec la totalité de ses collaborateurs, c'est qu'effectivement, sur la pochette, il n'y a pas le nom, jamais. Ce qui a été un problème parce que sur les musiques dans les albums, bon, pourquoi pas, mais sur les musiques de films, clairement, Gainsbourg ne venait pas en studio, ses collaborateurs faisaient les musiques de films, et quand ils voyaient le générique du film, il y avait juste écrit une musique signée Serge Gainsbourg. Et c'est l'explication pour laquelle Gainsbourg a refusé successivement les BO des valseuses et des manuels, c'est qu'à l'époque, il s'était fâché avec son arrangeur qui était parti, qu'il n'avait plus d'arrangeur sous la main. Alors, c'est tout à fait incroyable ce qu'on peut découvrir par cette exposition. Les novices que nous sommes, eh bien, changeons peut-être d'impression sur le musicien Gainsbourg, qui était quand même un parolier de génie et qui avait le génie aussi de débuter les musiques. Non, il ne débutait pas forcément les musiques. Il y a des musiques, la chanson Manon par exemple, il n'a pas écrit une seule note, il est en pleine rupture de Bardot, c'est entièrement écrit par Michel Colombier. Il n'y avait pas de règle. Pour la Micaouette, il a laissé un message téléphonique à Jean-Pierre Sabar en disant j'ai un titre, ça s'appelle La Micaouette, me fait la tête, tu te débrouilles pour faire le reste. Et voilà, il n'y avait pas de règle, c'était comme ça, mais ça ne retire rien à son génie. C'est-à-dire qu'il avait le sens de avec qui travailler, et surtout il y a une unité esthétique à travers toute son œuvre quand on passe d'un arrangeur à l'autre. Maintenant, il y a effectivement des zones d'ombre, parce qu'on ne peut comprendre Gainsbourg que si on se rend compte que c'est quelqu'un qui, sur 30 ans de carrière, n'a eu que 10 ans de succès. C'est tout le problème de Gainsbourg, il est là. C'est que Gainsbourg va commencer à vendre du disque en 1979 avec l'album Reggae, mais avant, il a une carrière depuis 1958 qui ne marche pas commercialement, sauf pour quelques tubes écrits pour des chanteuses dans les années 60, et sauf pour Je t'aime moi non plus en 1969. Sinon, ça ne marche pas. Alors, on est en pleine crise sanitaire, on a la possibilité, tout un chacun, de voir cette exposition depuis son ordinateur chez soi, mais on a quand même cette impression, en tout cas c'est celle que j'ai eue à la regarder, c'est qu'il y a cette question, est-ce que Gainsbourg aurait pu devenir Gainsbourg sans ses collaborateurs? Impossible, absolument impossible. Il y a un exemple d'ailleurs, la chanson Moi, je voudrais intervenir. On peut prendre le souvenir de Gainsbourg et dépouiller, etc. On parle d'un génie. Et même durant les années où il n'a pas vendu, parce que ce n'est pas heureusement le seul critère, il a créé un univers, il a inventé, il a osé, etc. Oui, non, mais, donc, moi, je trouve que cette manière, que vous avez de venir pinailler sur le cadavre de Gainsbourg et ne ressemble pas, moi, à ma démarche et à ce que j'aime de ce grand Gainsbourg. Je suis un peu choqué par la démarche, pardon de vous le dire. Et je dois dire que je suis assez étonné de la part d'un homme de gauche que vous vous offusquiez qu'on mette la lumière sur des musiciens qui ont fait un travail. Non, mais je ne suis pas un homme de gauche, je suis un admirateur de Gainsbourg. Je suis un admirateur de Gainsbourg et j'aimerais. Moi, je crois qu'on est là pour rendre hommage à Gainsbourg et pas pour aller voir dans la fiche SACEM, etc. Je suis un peu indécent, voilà. Et après, je ferme la parenthèse, je vous laisse développer vos... Mathieu, on avait fait un film peu de temps avant sur Boris Vian. On avait contacté Alain Goraguer, qui est très âgé. Oui, je connais. Et voilà, vous le connaissez. Et Alain Goraguer disait, je ne cherchais pas à me mettre en avant du tout.
lui savait exactement où il voulait aller, ce qu'il voulait faire, puisqu'il avait vu Vian sur scène et il voulait aller dans cette direction. Donc Goraguer estimait qu'à partir du moment où il était quand même cité, il était directeur musical, il était arrangeur et il avait son contrat, ce qui n'arrive pas souvent, surtout à l'époque. C'est-à-dire que Gainsbourg, toutes ces personnes que vous citez jusqu'au bout, Vanny le considère à un moment, il dit c'est comme mon fils hein, quand même. Donc il rend hommage à tous ces gens tout au long de sa carrière et surtout il leur fait des contrats en béton pour qu'ils touchent exactement ce à quoi non, ils mais ont c'est droit. justement je vais revenir là-dessus. Oui, oui, mais c'est pour dire, juste pour… Bien sûr, au niveau financier, il n'y a aucun problème. De… Bien sûr. Au niveau financier, c'était absolument réglo, il n'y a eu aucun souci. C'est pour ça d'ailleurs que les dépôts SACEM n'ont pas les mêmes crédits que sur les pochettes de disques, ce qui est un cas unique hein, dans l'histoire de la musique. Oui, mais l'inverse est tellement fréquent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des choses et qui ne sont jamais rémunérés. Ah oui, évidemment. C'est-à-dire que Gainsbourg, avec la notoriété qu'il avait, aurait pu faire exactement la même chose sans partager ses droits. Vraiment, enfin, ça je vous dis, et ça s'est vu très souvent. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas assez de succès commercial pour le faire. C'est pour ça qu'il ne le faisait pas. Il était honnête. Il ne vendait pas 1 million de disques. Aucun arrangeur aurait accepté de ne pas être payé pour vendre 20 000 disques. C'était ça le problème. Mais moi, je suis un grand fan de Gainsbourg. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste qu'effectivement, il y avait un deal de départ qui disait « Ok, vous serez rémunéré, il n'y a pas de problème ». Sauf que tous ces arrangeurs, sans exception, à chaque fin de collaboration, disent que sur la fin, et notamment sur les musiques de films, il apportait de moins en moins d'idées. Et il y a la fameuse histoire d'Alain Goraguer qui va voir le film Striptease, dont Gainsbourg signe la musique officiellement. Et lors de la première du film, Gainsbourg ne présente pas du tout Goraguer au producteur. Et leur rupture vient de là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand Michel Colombier fait la musique de Requiem pour un con, la musique du Pacha, il dit à Gainsbourg, écoute, je suis embêté parce qu'il y a quand même ton nom, mais moi, pas du tout. Et Gainsbourg lui dit, oui, mais si on dit que c'est toi, la prochaine fois, Georges Lautner va t'appeler toi, il ne va pas m'appeler moi. Et ça vient du fait que malheureusement, au-delà de son génie, ça ne marchait pas, c'était terrible pour lui. Moi, j'ai fait un article dans Vanity Fair il y a 2 mois sur les relations entre Serge Gainsbourg et Maurice Renoma, le couturier qui était son ami qui a créé la veste avec les rayures. Et pour cet article, j'ai interrogé évidemment Jackie Jakubowicz, futur comparse de Dorothée, qui était l'attaché presse de Gainsbourg. Et Jackie me disait que Gainsbourg l'appelait à 3 h du matin en lui disant « Je vais arrêter, ça ne marche pas, j'y arrive pas ». C'est-à-dire que Melody Nelson n'avait pas eu de succès, L'homme à tête de chou était passé inaperçu. Et lorsqu'il part en studio à la Jamaïque pour enregistrer son album reggae, la maison disque considère que c'est le dernier disque du contrat et qu'elle va le virer. C'était terrible. Il avait… Ça, on le sait, puisque c'est la première fois qu'il va vraiment gagner d'argent sur son nom et avoir 1 million de ventes. Mais en fait, ce qui peut expliquer aussi, avec un regard, on peut porter un regard différent là-dessus, c'est que justement, cette absence de succès, et malgré cela, il cherche toujours à inventer. Il a des collaborateurs, Goraguer toute cette première période, Colombier après, mais c'est quand même lui qui impulse les choses. C'est-à-dire qu'il impulse, et quand il va travailler à Londres, et c'est même quand on le voit travailler sur ces images inédites qu'on a, il y avait 2 minutes qui étaient connues et 17 minutes que personne n'avait vues, on le voit avoir l'intuition quand même sur… Quand il reprend Dvorak pour la symphonie du Nouveau Monde, pour faire Bibi Nichols, il a l'intuition de faire, alors qu'il est à côté de l'arrangeur, lui faire inverser les 2 notes, et ça change tout. C'est un réalisateur, un producteur et un auteur complètement génial. Absolument. Il avait le final cut. Sinon, il aurait singé tout ça comme n'importe qui. Je prends le morceau, je prends une fois Chopin, une fois Dvorak, et je fais exactement la même chose. Non, il inverse les 2 choses et il lui dit non, dans l'autre sens. Et c'est ce qui change tout. Mais bien sûr, tout le génie de Gainsbourg. Son apport, évidemment, je pense, moi je vois ces arrangeurs qui sont tous formidables, il ne les a pas choisis par hasard, mais ce sont des gens aussi qui ont été dans la lumière après, grâce à lui. C'est-à-dire que Jean-Claude Vannier fait des choses exceptionnelles avec lui, les violons qu'il ajoute, c'est exceptionnel, mais lui a l'intuition d'ajouter aussi ces choses-là et de dire « Ok, c'est ça qu'il nous faut ». Mais c'est ce qui est dit dans l'exposition, c'est toujours Gainsbourg qui avait le final cut,
qui avait évidemment, il y avait un échange d'idées, il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a aucune volonté de salir une œuvre, surtout pas, c'est juste de mettre la lumière sur des gens avec qui il a beaucoup travaillé, qui dans certains cas, notamment sur les musiques de films, ont plus travaillé que Gainsbourg. On a réédité, d'ailleurs Universal vient de rééditer les BO d'Emmanuel III et de Madame Claude, où c'est du pur Jean-Pierre Sabar. Je veux dire, les titres instrumentaux, Gainsbourg n'est même pas venu dans le studio. Oui, mais parce qu'il y a un moment, il a tellement rien touché pour créer des choses qu'il laisse filer ça. Il a raté la musique des valseuses et il a raté la musique d'Emmanuel. Il l'a regretté. Donc après, effectivement, il a pris les suivantes, mais il les a prises. Il savait bien qu'il ne faisait pas la musique d'un film à l'époque. Il ne cherchait pas à faire du Philippe Sard ou du François Droubet. Donc là, il se dit, bon, allez, c'est Emmanuel II ou Emmanuel III ou Madame Claude, c'est quand même pas des grands films, on peut sans faire insulte aux gens qui les ont faits. Donc, il pouvait déléguer ces choses-là. Mais quand il fait L'homme à la tête de chou, quand il fait ces albums-là, c'est lui, c'est complètement lui, même s'il fait appel, évidemment, à d'autres. On va donner la parole à Sandrine, mais c'est tout le drame, c'est que L'homme à tête de chou est certainement l'album sur lequel il a le plus travaillé, le plus donné de lui-même. Son échec va le meurtrir, mais totalement, surtout que ça fait suite à l'échec de son premier film en tant que réalisateur, qui était Je t'aime moi non plus, et ça on a oublié aujourd'hui, parce qu'on a l'image du Gainsbourg superstar des 10 dernières années, et les jeunes n'imaginent pas à quel point ça a été très dur pour lui. Oui, on le dit dans le film, puisque même ses beaux-parents, enfin les parents de Jane, vont devoir aller voir Je t'aime moi non plus, le film, dans un cinéma porno gay à Londres. C'était le seul cinéma qui donnait le film. Donc effectivement, il était incompris parce qu'il était en avance, il était complètement en avance là-dessus. Donc voilà, mais je crois qu'on est d'accord sur le fait que c'est un génial créateur. Alors voilà, je pense que vous êtes d'accord sur le fond de l'exposition qui démontre bien, Mathieu le montre dans cette exposition, qu'un génie fait appel à des collaborateurs de génie pour apporter des différentes colorations à l'évolution de ses compositions. Alain Goraguer était plus jazzy, Michel Colombier a donné une couleur pop qui collait à l'air du temps, Jean-Claude Vanier, c'était plutôt les purs, Alain Auxchot, c'était un style plus intello, Jean-Pierre Sabar, c'était la variété, et puis les autres anglo-saxons dont vous avez parlé. Et Billy Rush. Et finalement, on s'aperçoit, alors cette exposition, elle repose sur des documents d'archives de la SACEM, mais aussi sur des interviews de ces compositeurs qui en parlent, et on voit que l'histoire des compositions de Serge Gainsbourg, c'est beaucoup d'échecs dans la carrière de l'homme aux oreilles de chou. Et Mathieu, est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quand, et est-ce qu'on peut dater quand elle décolle, cette carrière? Ça décolle avec l'album Reggae de 1979. Quand je décolle, je parle commercialement. Les chefs-d'œuvre que sont Melody Nelson et L'homme à tête de chou, voilà, c'est extraordinaire. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est des albums qui vendaient à 20 000, 25 000. Et tout d'un coup, avec l'album Reggae en 79, c'est la première fois que des gens l'arrêtent dans la rue pour lui parler de sa musique. Ça ne lui était jamais arrivé. Donc, il va même parfois s'arrêter et discuter pendant 3/4 d'heure avec quelqu'un qui l'arrête dans la rue parce qu'il n'en revient pas. Et surtout, il plaît aux jeunes. Mais il a 51 ans. Vous vous rendez compte? Il fait son premier disque à 30 ans, ce qui est déjà très tard, et il connaît le vrai succès populaire à 51 ans. C'est pour ça que je pense que c'était quelqu'un qui était très marqué par ça, et surtout, il a ce succès avec un album qui lui a demandé beaucoup moins de mal que L'homme à tête de chou. L'homme à tête de chou, il a mis 1 an et demi pour écrire ses textes, il a bossé comme un fou. Et pour l'album Aux âmes, etc., il a écrit les textes 1 semaine avant l'enregistrement qui a pris 3 jours. Donc dans sa tête, c'est terrible. Il a un succès énorme et en même temps, ça lui a pris moins d'énergie que d'habitude. Ce qui fait que pour la suite de sa carrière, Darry va souvent rédiger ses textes au dernier moment sur la console du studio parce que finalement, c'est ce qui marche. Alors, il y a un vrai plaisir à regarder votre exposition parce qu'il y a aussi des vidéos d'archives qu'on peut voir en ligne, et notamment ce clip d'Elisa où on voit un Jane Birkin et on voit la complicité qui crève l'écran entre Serge et Jane Birkin, et on va voir ce clip tout de suite. Si Jérémy nous le diffuse bien, donc le clip d'Elisa. Bon, sinon. Alors, c'est pas grave. Eh bien, on le verra. Ce qui est drôle, c'est que au départ, c'était une chanson qui était destinée à Zizi Jeanmaire.
qui était dans un ballet que faisait Zizi Jeanmaire avec un texte différent et qui a été réutilisé après pour… Alors justement, Mathieu, comment vous avez choisi ces documents d'archives, ces images, ces clips? Moi, j'ai essayé de prendre ce qui était le plus représentatif de chaque époque, et surtout quand l'arrangeur apportait quelque chose véritablement. Voilà, et puis mes préférences. Il y a une phase B d'un 45 tours qui est très peu connue, arrangée par Jean-Pierre Sabar, qui s'appelle Le Cadavre Exquis, qui est une chanson que j'ai passée plusieurs fois dans une émission de radio que j'animais. Quand je la passais, les gens disaient « mais c'est génial cette chanson, on ne la connaît pas ». Essayez de trouver un petit peu les choses, les trésors cachés. Mais moi, le catalyseur un petit peu de cette exposition, c'est que j'étais très ennuyé que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a plusieurs années, il y a plusieurs décennies maintenant, MC Solar avait sorti une chanson qui s'appelait Nouveau Western, dans laquelle il samplait la ballade de Bonnie and Clyde, la chanson Bonnie and Clyde. Et c'était terrible parce que le passage qui était samplé, qui était réutilisé de la chanson de Gainsbourg, était un passage typiquement écrit par Michel Colombier, où on entendait la voix de Michel Colombier, sauf que qu'est-ce qui s'est passé le jour où ça a été samplé par MC Solar? C'est la famille Gainsbourg qui a touché, puisque officiellement Gainsbourg était le compositeur. Donc il y avait une injustice par rapport à l'arrangeur qui était le vrai responsable de ce petit passage musical. Et je me suis dit, il faut vraiment mettre la lumière sur ces gens-là, parce que bon, même s'il y a eu effectivement, ça a été bénéfique pour eux, bien entendu, ça a été le fruit d'une collaboration, bien entendu, ils sont quand même souvent restés dans l'ombre. Il faut rappeler un peu l'époque, parce que moi j'ai le souvenir quand même que Pierre-Henry, multi-célébré ces 15 dernières années de sa vie, on va dire, on oubliait aussi de dire que Messe pour le temps présent, c'était Michel Colombier. Donc c'est aussi parce qu'il y a l'inspirateur, celui qui est à l'origine du morceau, et puis venait quelqu'un, et là c'était le cas de Michel Colombier. Donc oui, enfin, dans le cas de Pierre-Henry, il y a eu un procès. Il a menacé de faire un procès, c'est pour ça qu'ils ont remis son nom dans le deuxième tirage du disque. Oui, mais donc les relations, il n'y a pas eu de procès entre Gainsbourg et Michel Colombier, donc déjà les relations… Alors, non, je voudrais juste rappeler justement quelque chose de très important que je stipule dans l'exposition, c'est que les héritiers Gainsbourg, qui sont les ayants droit aujourd'hui, ont été formidables. Formidables. Il y a quelques années, alors que Michel Colombier était vivant, il dit à un chef de projet chez Universal, qui s'appelle Stéphane Lerouge, il dit « Je suis un peu embêté parce qu'il y a quand même des titres, c'est vraiment nous qui l'avons fait, lui n'était pas là, est-ce qu'on ne peut pas cleaner un peu, ce qui va permettre la sortie plein de musique de film ?» Et les ayants droit ont dit « Mais évidemment, les 4 enfants donc de Gainsbourg ont donné leur accord, ce qui permet aujourd'hui de tout ressortir dans la maison disque, y compris les musiques de film, avec les bons crédits. » Ils ont vraiment intervenir, Sandrine. Oui. J'ai beaucoup d'estime pour M. Alterman, mais on n'est peut-être pas du même monde. Moi, je considère qu'un artiste, il existe, même quand il ne vend pas de disques. Voilà, c'est là où votre propos me gêne un peu. Avant 1979, il a une vie. Et donc, tout n'est pas au hit parade. Son œuvre, et c'est ce qui nous a intéressés pendant cette année de travail, et moi, ce qui m'a intéressé pendant les mois que j'ai passés avec lui, les années que j'ai passées avec lui, c'est que c'est un artiste immense et qu'on redécouvre à quel point le Poinçonneur des Lilas, la Javanaise, la chanson qu'on a entendue tout à l'heure sur Israël sont des petits joyaux, et que ça ait marché après 79 ou après, on s'en fout. Ah mais non. Par ailleurs. Dès 1965, il est un homme qui a beaucoup d'argent. Il est peut-être, il souffre effectivement qu'on le prenne, qu'on se souvienne de lui pour les péplums dans la rue. Là, vous avez raison, il sera connu plus tard. Mais il a beaucoup d'argent, il vit comme un dandy, il a une Rolls-Royce, il s'est créé une légende, etc. Et donc, il n'est pas jusqu'à 51 ans l'homme qui cherche le succès. Le grand succès public va venir en plus d'une œuvre, d'un personnage qu'il s'est créé. En tout cas, je suis un peu plus âgé que vous. Avant 79, on avait, nous, au lycée, et je suis d'une génération, on était des fans de Gainsbourg avant même qu'ils connaissent le grand succès populaire dont vous parlez. Peut-être que là, vous faites un petit peu d'anachronisme. Voilà. Il n'y a pas que ce qui se vend qui est respectable. Voilà. C'est une morale du XXIe siècle que je ne partage pas. Vous ne m'avez pas compris. Je n'ai jamais, à aucun moment, j'ai dit ça. C'est un prisme, pardon. Mais avec tout le respect que j'ai pour votre travail, je vous conseille, un prisme qui est un peu trop présent dans votre discours. Écoutez, je vous conseille de regarder. Il y a une émission formidable qui a été faite pour les 20 ans de sa carrière en 1978. Une émission présentée par Jacques Martin, qui s'appelait Musique et de musique.
à l'époque, sa maison de disques sort uniquement une sorte de compilation qui ressemble à un sarcophage. En gros, la maison de disques s'en fout. Voilà. Et Martin dit à Gainsbourg, et Martin est fan de Gainsbourg, il dit c'est formidable, il y a une œuvre extraordinaire, je suis pressé d'entendre la suite maintenant. Et Gainsbourg est au fond du trou, il est désabusé et lui dit mais malheureusement, je pense qu'il n'y aura plus grand-chose que j'ai fait dans les anciens. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en 78, Gainsbourg n'imagine pas une seule seconde qu'il va obtenir un grand succès 6 mois après. Et c'est pour ça qu'il va perdre Jane. En fait, c'est le propre du succès d'ailleurs. Hein. C'est le propre du succès. Mais ce qu'il dit à ce moment-là, il le dit 10 ans plus tôt. Vous savez, quand on lui demande, alors c'est donc maintenant vous sortez des chansons et ça marche tout de suite pour tous vos interprètes. Et il dit oui, c'est aussi simple et aussi triste que ça. Parce qu'il cherche autre chose. Et ce qu'il cherche, c'est pas forcément à ce moment-là de vendre sur son nom. C'est aussi qu'il y ait de réaliser l'album, là c'est avant Melody Nelson, mais réaliser un grand album. Donc il y a aussi, évidemment, qu'il voudrait que ce soit reconnu et qu'il y ait derrière, il y a énormément de monde. Mais moi je me souviens d'un truc, c'est qu'en 75, il y a un centre commercial qui s'appelle 43000 et qu'on a fait, enfin mon frère a fait ce qu'il fallait pour qu'on aille avec nos parents là-bas pour acheter Rock or the Booker qui sortait. Et c'était vraiment l'objectif qu'on avait toute la semaine, on a pensé à ça. Donc il y avait quand même quelque chose qui nous fascinait, qui nous tenait chez nous. Alors, on vous entend moins, Stéphane, pour revenir à l'exposition. Alors, il y a qui démontre encore une fois eh bien, les co-compositeurs de Gainsbourg qui l'ont accompagné, mais en même temps son génie. Et la question que je voulais vous poser, Mathieu, est-ce que, alors aujourd'hui, évidemment, il y a une nouvelle scène qui continue d'être influencée par Serge Gainsbourg. Qu'est-ce qui fait cette longévité du génie Gainsbourg musical? C'est qu'il était moderne. Tout à l'heure, vous en parliez en disant qu'il y avait une vraie rupture par rapport à la rive gauche, c'est ça. C'est que lui, d'ailleurs c'était amusant, n'aimait pas du tout ce qui était estampillé trop rive gauche, il en parlait notamment dans les numéros Discorama avec Denise Glaser, c'est que Gainsbourg, il est moderne et il n'est jamais donneur de leçons. Jamais. Et donc, forcément, ça continue de plaire aujourd'hui. Et surtout, il a un mot, moi j'adore, c'est qu'il est segmentant. On est dans une époque où on considère qu'être segmentant, c'est pas bien. Moi, je considère que c'est bien d'être segmentant. Les deux plus grandes stars de l'époque, c'est quoi? C'est Gainsbourg et Coluche. Les deux étaient extrêmement segmentantes. Donc, ça prouve qu'il faut pas avoir peur de déplaire à une partie de la population. Si vous voulez plaire à tout le monde, vous voulez plaire à n'importe qui, ça marche pas. Et je pense que c'est ça. C'est que finalement, à travers toutes ces époques différentes, à travers tous ces styles musicaux traversés, Gainsbourg est toujours resté intègre et il a toujours fait des disques qu'il aurait aimé acheter lui-même en tant que consommateur. Il ne s'est pas trahi. Alors, l'exposition a commencé il y a quelques jours. Est-ce que déjà vous avez des retours? Qu'est-ce qu'on en dit? Oui, beaucoup de retours. Les gens sont contents parce qu'ils apprennent quelque chose. Je pense que c'est toute la difficulté, c'est comment faire pour parler de quelqu'un qui n'est plus là depuis longtemps, où il y a eu tellement de choses de sortie et trouver un angle à chaque fois un petit peu différent. Donc les gens sont contents. Voilà, tant mieux. D'ailleurs, j'encourage dans l'expo à écouter tous les travaux que ces arrangeurs ont fait après pour d'autres, tout ce que ça a donné pour d'autres, et puis surtout ça montre que Gainsbourg avait des antennes intactes. D'ailleurs, juste avant sa mort, il devait enregistrer à la Nouvelle-Orléans un album avec l'équipe qui venait de faire le dernier Bob Dylan, qui s'appelait Oh Merci, qui était en fait tous les gens des Neville Brothers, tout ça, et c'était effectivement exactement ce qu'il fallait qu'il fasse à l'époque. Il a compris qu'il ne fallait pas faire un troisième album reggae, ça aurait été une redite. Il a compris qu'il ne fallait pas faire un troisième album new-yorkais, ça aurait été une redite. Il savait exactement quoi faire au bon moment, un petit peu comme un David Bowie finalement. Alors, est-ce que Jérémy, vous pouvez nous passer ce clip diffusé pendant l'exposition sur Elisa? Eh bien, je crois que ça va être difficile ce soir. C'est pas grave. Donc, je rappelle que cette soirée hommage à Serge Gainsbourg marque le 30e anniversaire de sa disparition, qu'on a deux choses très intéressantes et pas forcément en accord, mais en tout cas qui font discuter, que l'on peut... Moi, je trouve très très bien le document. Tout à l'heure, je faisais un nom juste comme ça, c'était à propos de la piscine. En fait, Gainsbourg n'avait pas peur de Delon, il avait peur de Maurice Renet. C'est Maurice Renet qui jouait également dans le film, qui l'inquiétait parce qu'il savait que Maurice Renet était un séducteur beaucoup plus dangereux que Delon, voilà, qui était. Oui, il avait peur de Delon. Pour avoir été avec Françoise Hardy, donc je tiens de Françoise Hardy à qui il s'est confié.
Françoise Hardy dit clairement il avait peur de Delon. Maurice Ronet était un séducteur aussi très réputé, mais en tout cas à ce moment-là, c'est le décalage qu'il sent, lui, physique avec Delon, qui l'impressionne et qui l'intimide. De toute façon, c'était de la voir partir à Saint-Tropez. Et pour avoir fait un film sur Mireille d'Arc, aussi, qui à ce moment-là commence sa relation avec Delon au moment de la piscine, elle nous a dit la même chose par rapport à Delon et Birkin. Donc voilà, il y a faisceau concordant de sources. Je voulais juste terminer, on parlait du rapport au judaïsme. Tous les gens que j'ai interrogés, que ce soit Jackie Jakubowicz ou Maurice Renoma, me disaient que si Gainsbourg ne parlait pas tant que ça du judaïsme dans son œuvre, c'est parce qu'il en parlait, mais alors quotidiennement. Je parle de l'occupation. Il parlait visiblement de l'occupation, mais au quotidien. Et Maurice Renoma me raconte qu'un jour, ils étaient au Japon et qu'il y avait une équipe de rugby allemande qui était là. Et dans les années 70, et Gainsbourg a baissé son pantalon et il a voulu montrer son pénis en disant « vous ne me contrôlez pas cette fois-ci alors que vous m'avez… » Enfin, c'est un truc qui quotidiennement revenait. Ce n'était pas de temps en temps. Donc je pense que, voilà, comme c'était en permanence chez lui, il se levait la nuit pour faire du foie haché. Apparemment, il cuisinait très très bien. Il ne voulait pas en parler trop dans son œuvre parce que c'était insupportable au quotidien. Alors en tout cas, voilà, pour marquer le 30e anniversaire de la disparition de Serge Gainsbourg, nous avons deux possibilités de prolonger cette commémoration en visualisant le documentaire Gainsbourg toute une vie de Stéphane Benamou et Sylvain Bergère, qu'on peut voir très facilement en se loguant sur le site de France 3, et l'exposition de Mathieu Alterman, Gainsbourg composé, les hommes de l'ombre, organisée par le musée SACEM. Et il suffit juste de taper sur Internet musée SACEM et puis on voit cette exposition. En tout cas, merci à nos trois invités d'avoir partagé avec nous cet hommage. Est-ce que Georges-Marc, merci Sandrine, nous donner une phrase de conclusion, Georges-Marc Benamou, finalement, qu'est-ce qui fait la modernité de Serge Gainsbourg? Je ne sais pas, mais je sais que pour avoir passé beaucoup de temps avec lui, de là où il est, il doit être assez content de ce qui se passe, de cet hommage, de ce qui se passe en ce moment autour de ce 30e anniversaire et qu'on lui rende hommage à sa juste mesure, avec toutes les nuances et sans vulgarité. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Il doit en être content. En exclusivité pour RCJ, chanson pour Israël. Oui, je défendrai le sable d'Israël. Alors on se quitte avec cette chanson Le sable et le soldat de Serge Gainsbourg, et encore merci aux internautes qui nous ont suivis, à l'Écu qui a organisé cet anniversaire, et puis à nos trois invités, Georges-Marc Benamou, Stéphane Benamou et Mathieu Alterman. Bonne soirée, au revoir. Contre tout ennemi, le sable et la terre qui m'étaient promis. Je défendrai le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël. Tous les Goliaths venus des pyramides reculeront devant l'étoile de David. Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Bonsoir.